Long plaisir de nous retrouver débat pour la Nation, Perfect Télévision. Je reçois pour vous Maître Magali Dossi de l'Union sacrée, également cadre de la DCU de Vidi et Chimanga. Nous allons revenir sur la visite du président de la République au niveau de la Chine, 4 mémorandums signés. Et certains parlaient de la révisitation du contrat chinois, mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore le cas. On ne sait pas si, mais ce qui est sûr, le président était allé là-bas également pour essayer de revoir, parce que le contrat qui a été signé à l'époque de Joseph Kabila a été entre le gouvernement de la République et les privés et chinois. Là, le président, vous l'aviez entendu quand le président s'était exprimé, même face à la diaspora, le président souhaitait à ce que, actuellement, que le contrat puisse être signé avec le gouvernement chinois. Ce qui est sûr, on attend d'ici quelques jours, quelques mois, ce qui pourrait arriver. Donc, c'est toujours sous réserve. Mais ce qui est actuellement, ce qui fait objet de tous les débats, c'est les 4 mémorandums signés. On va également parler de la conférence de M. Matata Pono qui devrait se tenir au niveau de l'ex-grand Bandundu. Matata était arrivé, mais la conférence n'a pas eu lieu. Le gouverneur aurait interdit, la salle était fermée. On ne sait pas pourquoi. Matata dénonce, les opposants dénoncent. Dans ce lot, nous allons également parler des manifestations de l'opposition. Nous allons également prendre Moïse Katumbi qui a été refusé l'accès au niveau de la province de Congo central. Les gouverneurs étaient interpellés ici, il s'était expliqué. Nous allons prendre tout cela avec Maître Magali. Pourquoi ne pas aborder la question des Lualaba Kolwezi, parce que c'est une province qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, qui fait susciter des débats. Comment est-ce que ça se gère actuellement? Est-ce que Madame la gouverneure Fifi Masuka serait en train de mieux gérer cette province ou non? Qu'est-ce qui se passe même après l'incendie? Nous allons parler de ça avec elle. Merci à l'équipe technique, merci à Emmanuel, merci à vous aussi. Relais YouTube Peter Tiani, RDC. Maître Magali, je pense que vous êtes en forme. Bonjour M. Gravik, je vais bien. Merci pour l'invitation de ce jour. Je salue les téléspectateurs et d'entrée de jeu, j'aimerais d'abord exprimer ma compassion envers les victimes de la marche du 20 mai dernier, tant côté des civils que du côté des policiers, parce qu'il y a eu également des victimes policiers. J'aimerais ici leur exprimer ma compassion. Ah d'accord. Quand vous parlez de la compassion, j'aimerais également tenir informé à l'opinion publique. Les morts au niveau des Calais, on dénombre actuellement plus de 500 morts. Le Premier ministre est là. Question d'essayer un peu de distribuer les vivres et les non-vivres à la population sinistrée. Également les perdus, les gens qui ne se voient pas jusqu'à présent au nombre de 5000 toujours. On va placer un mot là-dessus. On commence d'abord par ça. On prend un peu la situation de l'Est avec ces sinistrés, plus de 500 morts. C'est vrai qu'on avait décrété un deuil national. On ne sait pas même si ça va évoluer encore, mais on espère qu'on pourrait se limiter à 500. Qu'est-ce que vous pourriez dire à toutes ces familles qui pensent qu'elles sont abandonnées? D'abord, ici, je tiens à présenter mes sincères condoléances à toutes ces familles endeuillées. Nous sommes des cœurs avec eux et nous pensons que le gouvernement ne va pas les abandonner, parce que ce n'est pas seulement les familles biologiques qui ont été touchées, mais c'est la RDC dans son ensemble. Tous les Congolais ont perdu un de leurs frères, parce que ceux qui sont décédés sont des Congolais, des Congolaises. Et donc, nous espérons que le gouvernement ne va pas abandonner les sinistrés et qu'une solution rapide et urgente va être trouvée afin de pouvoir les assister. D'accord. On prend très vite, en tout cas, les différents mémorandums signés par les présidents de la République avec les présidents chinois. Les présidents séjournent au niveau de la République populaire de la Chine. On le sait, nous tous, que la Chine n'était pas la Chine, mais les privés chinois étaient en contrat, en accord avec la République démocratique du Congo. Et les gouvernements, les régimes Tshisekedi avaient jugé également, plusieurs politiciens avaient jugé que cet accord serait un peu pas favorable à la RDC, que la RDC
et perdait beaucoup plus de minerais que ce qu'elle gagnait. Là, on a signé quelques mémorandums. Là, je vois l'investissement et l'exploitation écologique des ressources naturelles, les mémorandums également sur l'échange et la coopération en matière d'information, les mémorandums sur la coopération dans le développement de l'économie numérique et enfin un mémorandum d'entente sur la promotion du développement d'une croissance verte et un accord de coopération entre les deux chaînes nationales de télévision, la CGTN, donc la chaîne de télévision nationale chinoise, et la RTNC. Alors, déjà, vos premières impressions, le président venait de signer quelques mémorandums. Qu'est-ce qui pourrait y avoir comme avantage dans ces différents mémorandums? En suivant le président de la République ainsi que le VPM en charge des affaires étrangères, il ressort que tout ce qu'ils sont en train de faire en Chine, c'est vraiment dans l'intérêt de la RDC. Nous avons eu à voir dans les années passées, et ça nous a été révélé par l'IGF lors du travail qu'il venait d'abattre. Nous avons constaté que le Congo a été arnaqué par un groupe d'entreprises chinoises. Là, je parle de la Sicomine, où le Congo a eu à perdre et ses minerais et même la partie qui devait lui revenir. Les Chinois avaient pris certains engagements qui n'ont pas respectés, notamment en termes d'infrastructure et même dans la gestion de la société mixte. Déjà dans cette société, les parts de la RDC sont minimes. Et déjà, lorsque on regarde niveau montage, on se rend compte que ces entreprises chinoises ne sont pas venues avec l'argent. Ils ont pris les minerais de la RDC et c'est avec ça comme garantie qu'ils ont été levés les fonds. Et ce sont ces fonds qu'ils ont injectés pour créer la société Sicomine, dans laquelle ils ont eu plus de parts que la RDC. Et même dans la gestion, vous allez voir que tous les postes de gestion sont occupés par les Chinois. Le DGA, qui est un Congolais, ne gère quasiment pas. Lorsque le DG est en déplacement, c'est le directeur financier, si je ne m'abuse, qui assume l'intérim, qui est un Chinois. Et donc, tout a été boutiqué de sorte que la RDC perde dans tous les points. Et fort de ça, la Chine est un partenaire que nous ne pouvons pas négliger parce que nous savons que la Chine est un modèle de développement. Aujourd'hui, tout le monde sait que la technologie de la Chine est très avancée et nous avons besoin des technologies chinoises pour que nos minerais puissent nous bénéficier mieux que maintenant. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que les entreprises viennent exploiter nos minerais. Ils les exploitent de manière brute, ils les importent, ils les transforment et des fois, ils reviennent avec des produits finis pour nous le revendre à des prix exorbitants. Et donc, la solution qui est trouvée, qui est mise en exergue ici, c'est que nous devons industrialiser le pays dans tous les secteurs. Et donc, c'est dans ce cadre-là, vous avez cité plusieurs mémorandums qui ont été signés, toujours dans le cadre de faire en sorte que nous puissions avoir des partenariats win-win, parce que la Chine a gagné en faisant des accords avec nous, et nous aussi, nous avons à gagner en faisant des accords avec la Chine. C'est vrai, étant que juriste, j'aimerais essayer un peu d'épingler ce côté juridique. C'est vrai que ce sont des mémorandums. La Constitution nous parle d'accords, des traités qui pourraient être ratifiés au niveau du Parlement. Est-ce que le Parlement a eu quand même le temps de jeter ne fût-ce un œil sur ce qui s'est passé là-bas, ou soit sur ce qui devrait se passer là-bas? Je ne pense pas que c'était une surprise, c'était un hasard, non. Certainement, il y avait déjà des commissions qui préparaient ces genres de trucs. Est-ce que le Parlement a eu le temps de jeter un coup d'œil sur ça, de voir effectivement il y a l'intérêt de la République démocratique du Congo? Étant que juriste, comment est-ce que vous analysez les côtés juridiques, les contours juridiques même de ces mémorandums? Mais d'abord, il faut savoir que je ne suis pas dans le secret de cette mission qui est faite, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le président s'est fait accompagner du ministre des Affaires étrangères, il s'est fait accompagner d'une forte délégation. Il y a même la gouverneure du Lualaba qui fait partie
de Il y a cette même les délégation. VPM de la Défense, il y a également là. Il y a même le VPM de Les la porte-parole Défense. du gouvernement et vraiment une délégation. Oui. Donc ici, il s'agit non pas de traités, il s'agit non pas des accords, mais il s'agit d'un mémorandum qui est signé entre le gouvernement et la Chine. Et donc, dans le cadre d'un mémorandum, nous n'avons pas besoin que ça passe forcément par le Parlement. Ah, d'accord. Nous n'avons pas besoin que ça passe par le Parlement. Le président peut engager le gouvernement. Je pense que dans le format qu'il a emmené, ils ont eu à avoir des discussions avec la partie chinoise et ces discussions ont amené à ce qu'il y ait ces mémorandums. Et donc, la procédure est respectée. Ah, d'accord. Alors, nous prenons un autre aspect. Comme commence déjà à signer des mémorandums, on pourrait se dire que l'accord avec les privés, désormais, ça fait partie du passé. C'est vrai que jusqu'à présent, il n'y a pas résiliation officielle. Les présidents souhaitent passer cette fois-ci avec les gouvernements chinois. Est-ce qu'on pourrait déjà se dire que c'est passé, Sicomine? Sicomine, c'est une société qui existe et il y a des accords. On ne peut C'est ça pas, que j'ai dit. lorsqu'il y a des accords, suspendre les accords comme ça, Ouais. sans parce qu'il y a un contrat qui doit être respecté. Ah ouais. Et donc, pour pouvoir résilier ce contrat, il faudrait que l'une des parties puisse ne pas répondre à ses obligations. Ouais. Et aussi, il faudrait que, de commun accord, les deux parties Exactement. puissent se mettre d'accord pour que le contrat soit résilié et donc que la société soit liquidée. Et donc, il s'agit de deux choses différentes. Ce n'est pas parce que l'État aujourd'hui a fait le déplacement pour pouvoir faire des accords win-win, gouvernement à gouvernement, que dans l'avenir, il n'y aura plus d'accord gouvernement et privé. Parce que là, toujours dans le cadre précision. Il y a Ouais. souvent des entreprises qui font des appels d'offres, des entreprises publiques. Exactement. Le gouvernement peut aussi faire un appel d'offres. Et ce n'est pas seulement un autre gouvernement qui viendra répondre à l'appel d'offres qui sera lancé. Les entreprises légalement constituées peuvent répondre aux appels d'offres et pouvoir gagner le marché s'il y a lieu. Mais il serait préférable que la voie que le président a empruntée, que le gouvernement puisse signer avec d'autres gouvernements des accords qui engagent les États. Parce que nous avons vu lors du rapport de l'IGF, nous avons vu une réaction de l'ambassade chinoise qui a tenté de protéger, la partie chinoise. Exactement. En refutant carrément les accusations de l'IGF. Moi, ça m'a étonné. Je me suis dit, mais ce sont des entreprises privées. C'était à elles de se défendre. Mais ce sont des Chinois pour la plupart. Oui, ce sont des Chinois, mais ce contrat a été conclu entre des privés et l'État. Et pourquoi la Chine s'est sentie touchée, piquée et a commencé directement à répliquer. Quand bien même ils contribuaient au budget chinois. Ils auraient dû réagir d'une autre manière. Moi, je trouvais que cette réaction, pour moi, était une réaction déplacée, d'autant plus que ces sociétés avaient le pouvoir de s'expliquer, avaient le pouvoir de donner des preuves contraires qui pouvaient balayer toutes les accusations de l'IGF, ces révélations de l'IGF. Jusqu'à ce jour, ces accusations n'ont pas pu être balayées. Nous avons vu un Congolais qui était patron de grands travaux faire une émission pour essayer de dédouaner les entreprises chinoises. Ah, d'accord. Et dans cette émission, pour moi, c'était vraiment une sortie ratée parce que toutes les questions qu'on lui posait, il ne faisait que renvoyer à une autre structure parce qu'il n'avait pas de réponse. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui lui a pris d'aller faire une émission parce qu'il savait qu'il n'aurait pas les réponses, il ne pourrait pas rencontrer les journalistes. Mais lui, c'est un technicien, non? Ce n'est pas les côtés administratifs. La CGT, c'est plus la technicité, non? Et sur le terrain... Non, mais vous avez... Il s'appelle encore comment? J'oublie... les noms m'échappent également. J'oublie son nom. Mais il a voulu donner une réponse parce que l'IGF avait fait une émission et l'IGF avait dit au cours de cette émission qu'il ne s'en prenait pas aux Congolais. Certes, il y a eu des failles côté congolais, mais c'est la partie chinoise qui n'a pas respecté ses obligations. Ouais. Mais ce Congolais s'est senti
indexé, parce que c'était à eux de vérifier que la partie chinoise était en train d'exécuter sa part du contrat. Et comme ça n'a pas été fait, il a voulu aller se justifier. Et comme il n'avait pas les réponses à toutes les questions que les journalistes lui ont posées, eh bien, sa sortie médiatique était une sortie ratée. Mais glamour, dans cette chose, il y avait à boire à manger parce que Moïse et Kanga, son passage sur Top Congo, il renvoyait pratiquement tout sur le dos de la CGT qu'on lui posait. On devait construire autant de kilomètres, il y a eu autant. Là, on ne revient pas, mais on prend très vite les premiers mémorandums. On doit essayer un peu d'épingler là-dessus. Les premiers mémorandums sur l'entente sur l'investissement et l'exploitation écologique des ressources naturelles. Est-ce qu'on ne pourrait pas revivre ce qui s'est passé avec ce qui se passe au niveau de la SICOMINE? Est-ce que les Congolais, la République actuellement aurait mieux négocié? Parce qu'ici, c'est pratiquement la même chose, les ressources naturelles, donc on doit céder des carrés miniers en retour, l'investissement. Est-ce, si on vous demandait un conseil, qu'est-ce que vous pourriez dire au gouvernement? Parce que là, c'est un mémorandum d'entente sur l'investissement et l'exploitation écologique des ressources naturelles. Je pense que le conseil que je peux donner, et c'est même le même schéma que le gouvernement a décidé d'adopter, parce qu'en suivant le président et en suivant le VPM des affaires étrangères, il est question de pouvoir industrialiser nos exploitations. Il n'est il ne sera plus question dans l'avenir que les entreprises viennent prendre le minerai et aller les transformer ailleurs. Et donc, si aujourd'hui nous signons comme c'est en train d'être le cas, c'est un processus qui va probablement emmener peut-être à la création de joint venture. Et si dans l'avenir nous nouons ces partenariats dans plusieurs secteurs, par exemple dans les secteurs miniers, il sera question de créer des usines, des industries pour exploiter nos minerais. Et dans ces usines, il y aura bien sûr une contrepartie. La Chine va gagner, la RDC aussi va gagner. Ça ne sera pas des contrats comme le contrat Léonin-Sicomine, où moi j'appelle ce contrat, c'est une arnaque. C'est l'arnaque. Le Congo a totalement perdu. On a perdu sur tous les plans. Et donc, fort de ce qui s'est passé avec Sicomine, je pense, et je l'espère, et c'est ce que nous appelons de tous nos voeux, que le gouvernement qui est sur place vont tenir compte de ce qui s'est passé dans le passé pour ne pas retomber dans le même piège. Mais je pense que la différence, c'est au niveau de l'autre partie qui est en face du gouvernement. C'est un État. C'est un État, et je pense que la Chine, c'est un État sérieux, et que la Chine va respecter sa part d'obligation et que la RDC va respecter sa part d'obligation. La Chine ne viendra pas pour prendre nos minerais et partir. Mais nous savons que nous avons des minerais, mais ces minerais, s'ils ne sont pas exploités, si aujourd'hui ne sont pas transformés, ça sera difficile pour nous de pouvoir bénéficier pleinement de l'apport de ces minerais, parce que nous avons des défis à relever et nous avons des manques criants, nous avons des manques d'infrastructures. Et je suivais le VPM qui a aussi épinglé ce côté-là en disant qu'en retour, il y aura des infrastructures qui seront construites et ça va aider aussi la RDC à pouvoir se développer. Ah, d'accord. On essaie un peu de creuser. Est-ce que la RDC évalue, d'abord, fait les répertoires correctement, les répertoires vraiment crédibles sur ces minéraux? Parce que tout doit commencer même par là. Il y a également ces problèmes. La RDC, selon certaines informations, n'arriverait pas à mieux répertorier toutes les matières premières, tous les minéraux qui régorgeraient son sous-sol. Est-ce que les pouvoirs actuels font cet effort-là d'essayer vraiment d'avoir une expertise qui pourrait répertorier d'abord tous les minéraux, toutes les matières premières qui régorgent les sous-sols, essayer d'évaluer? Ce n'est que sur base de ça qu'on pourrait mieux négocier. Si on ne fait pas un bon répertoire, ce serait très difficile. Je pense que chaque structure étatique qui est dans notre pays fait son travail et fait bien son travail. Dans les secteurs de mines, on a le ministère de Mines, on a le cadastre minier, on a le CESC. Je pense que chaque service fait son travail et que les minerais qui sont présents... Est-ce qu'ils sont équipés d'abord? Mais bien sûr qu'ils sont équipés.
Bien sûr qu'ils sont équipés. Sinon, comment ils connaîtraient que dans tel secteur, parce on a le cadastre minier, Euh, comment ils connaîtraient que dans tel secteur, il y a tel minerai. Certes, il y a d'autres minerais qui apparaissent, hein, parce que notre sol n'arrête pas de nous étonner. Il y a des minerais qui apparaissent de jour après jour, mais les minerais qui sont répertoriés à ce jour, des minerais qui existent sous le sol congolais à ce jour sont répertoriés. On ne peut pas dire que les minerais ne sont pas répertoriés. Aujourd'hui, si vous voulez faire une exploitation minière de telle matière, vous savez vous diriger au cadastre minier. Ils savent vous indiquer dans quelle province, dans quel coin vous pouvez trouver les matières dont vous avez besoin et à quelle teneur. Donc tout ça, les services compétents peuvent vous diriger. Il ne faudrait pas que nous soyons toujours en train de jeter le discrédit sur nos services, comme si la RDC n'avait pas d'administration. La RDC a une administration qui fonctionne. Hein, ça vous étonnerait. Moi, j'ai été surprise il y a plusieurs années. Je pensais que quand nous sortions du territoire de la RDC, nous rentrons, il n'y avait pas d'information et que les ordinateurs que nous voyons à la DGM, c'était juste pour faire genre. Mais j'ai été surpris. Pour intimider. J'ai été surpris lors d'une visite. Il y avait une délégation centrafricaine qui était venue il y a plus de 7 ans. Mais on a sorti l'image, on a pris quelqu'un dans la délégation et on a enregistré, on a vu ses sorties, ses entrées et tout ça. Donc l'administration en RDC existe. Il ne faudrait pas qu'on puisse avoir l'impression que, comme vous venez de le dire, les matières premières ne sont pas répertoriées. Là, ça serait vraiment une erreur. Non, non, non. Ah, d'accord, on évolue et là, ce n'était que des brèches. Mais on parlait également, on ouvre, vous étant que une analyste politique, on le sait très bien, les partenaires un peu privilégiés de ces régimes, c'est également les États-Unis. Comme vous savez bien, la politique internationale, il y a deux blocs actuellement. Il y a un peu des guerres entre les blocs sino-russes et l'Occident avec les Américains. Et qu'est-ce qui pourrait y avoir comme conséquence? Est-ce que le gouvernement a apaisé, a mesuré ce qui pourrait advenir comme conséquence? Avec Kabila, c'est vrai, c'était avec les privés. On ne pourrait pas tenir rigueur à la République démocratique du Congo. Mais là, maintenant, c'est le gouvernement, c'est l'État. Est-ce que les États-Unis ne pourraient pas voir cela d'un mauvais œil? Ou bien vous avez une autre lecture? Nous avons un gouvernement responsable, hein, avec des autorités responsables qui ne prennent pas des décisions à la légère ou qui ne prennent pas des décisions sur des coups de tête. Et donc nous devons faire confiance à notre gouvernement. Commençons par le président. Il sait ce qu'il est en train de faire. Ils ne sont pas en train de faire les choses de manière désespérée ou sans en mesurer les conséquences. Ce sont des accords économiques. Chaque pays est libre de nouer des accords économiques avec les pays qui sont disposés à nouer des accords économiques. La France était venue, le président français était venu, on lui a ouvert la porte. Il a proposé certains accords. Nous attendons de voir ces accords, ces collaborations. Il a dit, le président français, en disant qu'il faudrait qu'il y ait des accords gagnant-gagnant. Non pas seulement avec l'Europe, non pas seulement avec les États-Unis. Nous sommes ouverts à tous les investisseurs, à tous les gouvernements qui peuvent nouer avec nous des accords gagnant-gagnant pour le bien de deux partenaires, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Russie, que ce soit l'Europe et nous. Nous ne sommes plus disposés à nouer des accords où nous perdons au profit des autres parce qu'ils sont des grandes puissances, parce qu'ils sont les États-Unis, ils sont la France, ils sont la Chine. Et donc, c'est des accords économiques. Je ne vois pas en quoi les accords économiques que nous pouvons lier avec la Chine peuvent énerver les États-Unis. Je ne vois pas en quoi. Et si c'était le cas, les États-Unis, je pense qu'ils s'exprimeraient, peut-être pas par les canaux officiels, par les médias, mais ils s'exprimeraient d'une manière ou d'une autre, parce que la visite du président est une visite officielle, et donc connue. Si c'est connu sur les médias, les États-Unis qui sont très informés le savaient déjà. Ils savaient déjà qu'il y avait une visite qui était en préparation, et cette visite ne peut porter que sur des accords économiques, parce que nous sommes en train de chercher des partenaires pour pouvoir développer notre pays, parce que nous seuls, avec nos minerais, ça sera difficile, parce que nous n'avons pas des moyens conséquents. Regardez notre budget.
Aujourd'hui, nous avons 16 milliards, mais 16 milliards En représentent quoi? prévision. Représente quoi en prévision? Mais je sais que ça sera mobilisé. Ah. Ça sera mobilisé parce que tout est fait pour que ça soit mobilisé. Et donc, mais ça représente quoi par rapport au défi de la RDC? Parce que nous parlons d'un budget de tout un pays. Ce n'est pas un budget Ouais. de la ville-province de Kinshasa. Nous parlons d'un budget de tout un pays, avec des infrastructures à construire, avec plusieurs domaines à relever. Et donc, nous avons besoin des partenariats qui vont nous permettre de pouvoir avoir suffisamment de moyens pour pouvoir relever ce pays dans tous les secteurs. Alors, quand vous parlez que chaque État est libre, est-ce que la RDC a les moyens de défendre cette liberté? Comme vous savez très bien, la RDC, l'enjeu du monde vraiment repose au niveau de la RDC comme pays solution avec cette transition écologique, ainsi de suite. Est-ce que la RDC a les moyens de défendre cette liberté? Aussi longtemps, nous tous nous savons comment ça se passe au niveau international. C'est quand vous êtes puissant que vous pourriez essayer un peu d'élever les tons pour revendiquer votre liberté, votre souveraineté. Est-ce que la RDC a les moyens de défendre cette liberté que vous évoquiez tantôt? Déjà que la RDC aujourd'hui paye un prix fort. Nous payons un lourd tribut avec l'agression injuste que nous sommes en train de vivre à cause de nos minerais. Nous avons suivi il y a quelques mois, si pas quelques jours, notre bourreau, le Paul Kagame, parler d'un conflit de terre, disant qu'il y a une partie de la RDC qui revient au Rwanda. Et donc tout ça, ce qui le pousse à dire tout ça, c'est parce que il sait que cette partie de la RDC est une partie riche en minerais, riche en pâturage. Et comme je venais de dire, nous payons déjà un lourd tribut par rapport à tout ce que nous représentons. Nous sommes un scandale géologique et tous les yeux sont braqués sur la RDC. Mais aujourd'hui, grâce à tout ce que le chef de l'État est en train de faire avec son gouvernement, à sa diplomatie, les gens regardent la RDC différemment. Et donc, nous avons intérêt de nouer des partenariats pour que, grâce à ces partenariats, les autres aussi puissent bénéficier de nos richesses et que ces richesses puissent nous bénéficier. Parce que si on se ferme, c'est vrai, vous dites que nous n'avons... Est-ce que vous posez la question de savoir si on a les moyens de défendre cette liberté? Ce n'est pas évident parce qu'en face de nous, nous avons une guerre, nous vivons une guerre. Et cette guerre, c'est parce que nous voulons gérer notre pays comme nous l'entendons, mais il y a d'autres personnes qui veulent exploiter nos minerais de manière illégale. Et ils créent des milices, ils créent du désordre, ils tuent, ils violent pour pouvoir exploiter nos minerais. Et donc, pour pouvoir continuer à sauvegarder cette liberté qui est mise à mal par les agresseurs, il faudrait qu'on puisse avoir les moyens financiers. Sans moyens financiers, c'est difficile. Sans moyens financiers, aujourd'hui, nous avons des poches d'insécurité dans le Bandundu, dans le Kwamouth. Tout ça, le président a dit que le Rwanda n'est pas étranger à cette situation. Ils veulent déstabiliser la RDC. Et pourquoi? À cause de nos richesses. Parce que nous voulons gérer nos richesses et que nos richesses profitent aux Congolais et au Congo. Et donc, nous devons avoir des moyens conséquents, avoir une armée conséquente pour pouvoir aujourd'hui aussi faire peur à toute personne qui pourrait du jour au lendemain se lever et créer une rébellion. Parce que si nous ne sommes pas forts militairement, ça sera difficile. Le pays va être envahi par plusieurs milices, par plusieurs groupes terroristes, et nous ne pourrons pas conserver cette liberté qui nous est chère et que nous voulons conserver à tout prix. Est-ce que cela n'insinue pas que les pouvoirs, les régimes ont constaté que les partenariats avec l'Occident, avec les partenaires traditionnels, les États-Unis, la France, ça n'a pas beaucoup marché et qu'on doit essayer un peu de retourner du côté de la Chine? Est-ce que cela ne transmet pas ça comme message que ces partenariats et que les régimes nous vantaient avec les États-Unis n'ont pas produit assez d'effets, assez des résultats? Vous savez, on peut voir la RDC comme une entreprise qui est à la recherche des actionnaires. Ouais. Et donc, le président a eu à faire plusieurs tournées. Il a eu à visiter plusieurs pays. Et parmi les buts de ces visites, c'était notamment ramener des investisseurs, nouer des partenariats, à faire des accords économiques.
Mais la RDC ne peut pas se fermer et continuer à attendre des anciens partenaires, des partenaires historiques, que ces partenaires viennent à nous. La RDC cherche à nouer des partenariats avec tous les États qui sont disposés à nous accompagner. Et donc, si aujourd'hui les États-Unis viennent, et il y a des accords aussi avec les États-Unis, avec l'Europe dans différents secteurs, c'est ce que vous ne devez pas oublier. Il y a des accords dans différents secteurs. Il y a souvent des partenariats dans les secteurs agricoles, dans les secteurs de l'enseignement, dans les secteurs... Il y a plusieurs partenariats qui se nouent, il y a plusieurs projets comme ça qui sont montés en partenariat avec les partenaires traditionnels. Mais on ne peut pas fermer la porte aux autres partenaires, aux nouveaux partenariats. Et donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, la RDC noue des partenariats un partenariat avec la Chine que nous fermons la porte à d'autres États. Parce que vous avez vu, on a lu les mémorandums qui touchent certains secteurs de la RDC, donc pas tous les secteurs de la RDC. La RDC est un pays, je peux dire, vierge, qui a plusieurs secteurs qui ne sont pas encore exploités, qui a besoin des partenaires pour pouvoir exploiter différents secteurs. Nous avons les secteurs agricoles, nous avons les secteurs miniers, parce que c'est vrai que les regards sont tournés vers le secteur minier parce que nous sommes un pays solution, nous avons les minerais de l'avenir, le minerai du moment qui font couler beaucoup de sang. Malheureusement, nos frères et nos sœurs sont tués à cause de ces minerais-là. Mais comme je venais de le dire, nous n'allons pas fermer la porte aux autres partenaires qui veulent travailler avec la RDC, qui veulent nouer des partenariats win-win avec la RDC. Quels sont les éléments d'assurance et de rassurance qui pourraient faire croire à la population que cette fois-ci ça marcherait? Nous avons vu le président se déplacer pour les Émirats Arabes Unis où on parlait des chars, comme des matériels militaires, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous aviez vu ces matériels arriver ou non. Moi, en tout cas, je ne commente rien, je n'aimais pas un commentaire là-dessus. Mais quels sont les éléments d'assurance que vous pourriez montrer à la population que cette fois-ci, tiens, ça marchera? D'abord, lorsque vous parlez de chars militaires, c'est le domaine de la sécurité. Le domaine de la sécurité, on ne vient pas exposer tout ce qu'on peut acquérir devant les médias. Et quand bien même on viendrait les exposer, ce n'est pas du jour au lendemain, ces matériaux ne vont pas venir par avion. On exposait ça lors du régime Kabila, lors des défilés, même des tendus, on voyait des matériels. Oui, mais si ces matériaux doivent être achetés, ces matériaux doivent être acheminés dans différents sites. S'ils doivent être acheminés à Kinshasa, à l'Est, vous allez voir. Mais c'est un processus. Ce n'est pas que vous achetez aujourd'hui et demain ça arrive. Il faut qu'on mette dans les bateaux, il faut que ça soit transporté. Ça fait au moins déjà plus d'une année, hein? Écoutez, vous savez qu'il y a plus d'une année, on était encore sous les régimes de la notification préalable. Exactement. Et donc, on ne pouvait pas acheter les armes comme on peut acheter aujourd'hui. Grâce à la diplomatie agissante du président de la République, ce régime a été levé. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons acheter des armes sans pour autant être contraints par une autorisation préalable. Et je vous rassure que on est en train d'acheter les armes, mais on ne va pas venir les mettre sur la place publique. On est en train d'acheter les armes parce que les combats continuent. Nos FARDC, nos vaillants sont en train de combattre. Vous entendez souvent qu'il y a telle localité qui a été attaquée et ils combattent avec des munitions. Ces munitions sont achetées. Ah, d'accord. Et donc, l'assurance qu'on peut donner, c'est déjà la détermination du chef de l'État de changer les choses, de ne pas retomber dans les erreurs du passé. Déjà, lorsque le chef de l'État se déplace pour aller voir son homologue chinois, pour conclure des accords d'État à État, ça montre déjà le sérieux par rapport aux accords qu'il y a eu dans le passé, qui étaient des accords conclus entre un État et un groupe de sociétés privées. Et donc, nous croyons au sérieux de la Chine et nous croyons au sérieux de la RDC qu'à ce niveau-là, les choses vont se passer de sorte que la RDC ne puisse pas perdre et que ces contrats puissent avoir des retombées directes sur la vie des Congolais et sur le Congo en général. Alors, il y a beaucoup de choses
à dire là-dessus. Moi, j'analyse en tout cas, mais c'est que sûr, le temps ne nous permet pas, le temps imparti. En tout cas, c'est une émission, on doit toucher d'autres sujets d'actualité également en fonction de ces minutes que la chaîne nous a accordées. Alors, on prend très vite, on fait juste une petite pause. Comment se passe Kolwezi et là-bas? Ça se passe bien? J'ai été, Vous venez de je là-bas, viens de c'est ainsi fait là-bas, les Polichinelles. j'ai été surprise agréablement. Vous savez, moi, mon cheval de bataille, c'est la promotion de la femme. Ouais. Et lorsque je vois une femme, sous le leadership d'une femme, certes, sous l'impulsion du chef de l'État, vous voyez que la ville est en chantier. La ville est en plein développement. J'ai été agréablement surprise de voir l'aérogare qui est construite, qui est pratiquement, je peux dire, à 70% prêt. Mais cet aérogare n'a rien à envier à notre aéroport de Njili. Ça n'a rien avec des normes internationales. Quand vous voyez des bâtiments en train de naître, construits par la gouverneure, des bâtiments qui vont abriter les ministères, qui vont abriter des programmes, qui vont abriter différentes institutions provinciales, parce que pour le moment, il y a plusieurs ministères, certaines institutions qui sont locataires. Mais dans les jours à venir, ces institutions auront leurs propres locaux et donc ils ne vont pas payer le On loyer. parlera que ce sont des chantiers laissés par les précédents. Ils s'appelaient comment? Liège. Oui, ce sont Il y a des chantiers, il y a eu des chantiers. chantiers. Déjà, vous connaissez le principe de la continuité. Exactement. Donc, selon ce principe, dans le cadre de ce principe, il y a des ouvrages qu'il avait commencé, que Madame la gouverneure est en train de continuer, mais il y a aussi d'autres ouvrages qui ont été initiés par Madame la gouverneure. Il y a des routes qui sont en train d'être construites. Il y a même un échangeur qui n'existe pas au Congo qui est en train d'être construit là-bas. Il y a l'hôpital qui est en train d'être construite. Il y a, en fait, la ville est vraiment en plein développement et l'amélioration des conditions salariales. Elle a amélioré les conditions salariales du personnel, du gouvernement, de diverses institutions. Donc, tu sens vraiment que cette femme est en train d'agir pour le bien de Lualabé et de Lualabèze, je ne sais pas si ça se dit, de Lualabé en général. Et c'est des choses qui sont concrètes. Vraiment concrète. Quand vous voyez la ville, comme je l'ai dit, il y a des immeubles et même je suis arrivée à la police, au commissariat provincial du Lualaba. C'est un bijou qu'on est en train de construire pour la police et ils sont en train d'être dotés d'équipements. Je ne sais pas si ces équipements sont ici. Ils sont en train d'être équipés d'équipements de dernière génération. Déjà qu'il faut noter que dans le Lualaba, le taux de criminalité est négligeable, est presque inexistant. Mais malgré cela, elle est en train de doter la police d'équipements qui feront en sorte que la police pourra intervenir rapidement en temps réel pour intervenir en cas de problème. Et donc moi, je salue ce leadership. Je dis toujours qu'il est temps que la RDC puisse s'appuyer sur le leadership féminin. Et là, c'est vraiment un modèle de bonne gestion, un modèle de développement. Et je salue le chef de l'État qui a mis sa confiance en elle, qui a clairement dit lors d'un de ses passages qu'il est temps que le sous-sol de Lualabé puisse profiter aussi au Lualabé. Parce qu'il y a longtemps, les entreprises venaient exploiter et le Lualaba ne prospérait pas. Mais aujourd'hui, quand vous êtes au Lualaba, vous sentez une ville qui est en plein développement avec différentes activités. Vraiment, je jette beaucoup de fleurs au travail de titan que la gouverneure ainsi que son gouvernement est en train d'accomplir. Je vous ai laissé du temps faire vanter Fifi Masuka. Alors, il y avait un petit problème là. Je ne fais que dire ce que mes yeux ont vu. Je pense que toute personne rationnelle
sans parti pris, de manière impartiale, toute personne qui irait... Moi, j'ai été surprise. Vous savez, quand on vous parle de certaines choses et quand vous allez vivre, palper des doigts la réalité, vous sentez vraiment qu'il y a des personnes qu'il faut encourager. Et nous nous devons d'encourager des personnes qui font un bon travail pour le Congo. Parce que ce travail, c'est pour les Congolais. Ça bénéficie aux Congolais. Et c'est l'image du Congolais qui sera vendue à travers le monde. Alors, il y avait un événement qui s'est passé, un événement très malheureux, où on a vu, je pense, une petite fille décédée. On nous parlait qu'il y avait les manques des véhicules même anti-incendie. Est-ce qu'elle a déjà acheté des véhicules parce qu'on aurait utilisé des véhicules de certaines sociétés minières, ainsi de suite? Est-ce qu'elle a déjà acheté des véhicules anti-incendie pour la province? Ça, je ne sais pas je ne saurais pas vous répondre. Je ne sais pas si, là-bas, si j'étais là-bas. On a même visité cette école. Ah, d'accord. On a visité... lycée Mwanga, si c'est moi. Oui, lycée Mwanga. On a visité cette école. On a vu que c'était vraiment la main de Dieu qui était sur ces enfants. Parce que quand vous voyez l'étendue des dégâts, vous vous dites vraiment, et quand on vous explique comment la scène s'est déroulée, vous dites, ça c'est vraiment la main de Dieu, c'est Dieu qui a protégé ces enfants, parce qu'il y aurait pu avoir Je revois la scène, ça me fait très mal. Je vous assure, il aurait pu avoir plusieurs décédés. Et là, on nous dit que lorsque la flamme a commencé, les enfants sautaient par-dessus. Il y avait d'autres personnes qui essayaient de les attraper. Et donc, il y a eu cet élan de solidarité pour assister les enfants. Et je pense que dans les jours à venir, la province va se doter des camions anti-incendie. Mais ce que je sais, c'est qu'elle a pris l'engagement de réhabiliter l'école, parce que c'était la demande des enfants. Elle a demandé aux enfants qu'est-ce qu'elle voulait, parce que c'est un lycée, qu'est-ce qu'elle voulait qu'elle fasse pour elle. Elles ont à l'unanimité dit qu'elle voulait qu'elle puisse reconstruire l'école, et elle a pris l'engagement de voir dans quel délai de faire des appels d'offres, parce que ça ne sera pas un contrat de gré à gré, pour que des personnes, des professionnels viennent reconstruire l'école. Ah, d'accord. Là, c'est... je pense que c'est un lycée de l'État, non? C'est public, hein? C'est public, oui. Ah, donc c'est prérogatif également, tellement qu'il y a part des responsabilités de l'État également. On prend à travers, selon des informations que moi j'ai détiens, la qualifierait la gouverneure rien que de Kolwezi. C'est vrai que Kolwezi, c'est le chef-lieu, mais Lualaba est vaste. On dit qu'on sent la présence des Fumasuga que rien que dans le Kolwezi. Dans d'autres, Muchacha, c'est comme ça on l'appelle Muchacha, ainsi de suite, on ne sent pas la présence du gouverneur. Tous les travaux que vous pourriez dire là, ça ne se retrouve qu'au niveau de Kolwezi, là où elle réside, les chefs-lieux. Mais dans Muchacha, au niveau de l'intérieur de Lualaba, ce n'est pas le cas. Mais déjà, lorsqu'on est en train de faire des routes, parce qu'il y a la RN 38, si je ne m'abuse, la route nationale 38, qui relie le Lualaba, qui va jusqu'à Lumbashi, passe par plusieurs, ne s'arrête pas seulement à Kolwezi. Donc il y a des travaux, ce n'est pas seulement Kolwezi qui est en train de vivre de changements, mais tout se fait par étapes. C'est difficile de tout embrasser en une fois. Il faut voir aussi, elle est là, ça va faire combien de temps. Mais ça ne s'arrête pas seulement à Kolwezi. Et donc, les mauvaises langues qui disent... Déjà, il y a certaines personnes qui ne croient pas en ce qu'elle fait, ce qui est visible, ce qui est palpable à Kolwezi. Donc, ce n'est que normal que certaines personnes trouvent que peut-être qu'en dehors de Kolwezi, elle ne fait pas grand-chose, mais c'est que nous savons, et les éléments que nous avons recueillis, c'est qu'elle ne s'arrête pas seulement au niveau de Kolwezi, elle est en train de travailler pour toute la province qui est sous sa gestion. Ah, d'accord. Et ce qui est bien, c'est qu'elle a même impulsé le maire de Manika, une commune de Kolwezi. On a été visiter cette commune, et c'est un maire qui est vraiment dynamique, qui a de sens des initiatives, qui a pris des initiatives, qui a fait un projet qu'on appelle Fachi Social, où il est en train de construire des latrines dans les maisons, dans plusieurs quartiers. Parce qu'il s'est rendu compte que dans plusieurs maisons, étant aussi natif de ce quartier-là, connaissant les difficultés qu'avaient les membres, les habitants de ce quartier, il s'est dit,
au lieu, parce que dans ce quartier, lorsque vous n'avez pas de latrines, lorsque les conditions hygiéniques ne sont pas réunies, il y a des amendes que la population doit payer. Et donc, pour les aider à ne plus être à chaque fois sous la sanction de payer des amendes, parce qu'ils n'arrivaient pas à remplir les conditions, disons, en termes d'hygiène, il a créé ce projet, Fachi Social, avec des gens de bonne volonté qui viennent, d'autres qui offrent des latrines, d'autres qui offrent la main-d'œuvre pour creuser, pour installer. Et il est en train de faire des actions sociales comme ça à travers la commune de Manica. Donc vous voyez vraiment que les choses sont en train de se faire dans une synergie de sorte que la ville est impactée dans tous les domaines. Alors, on prend très vite, on clôt ces feuilletons de Kolosi, là-bas, on prend très vite Matata Pogno, empêcher de tenir sa conférence au niveau des Kenge, Kikwit, ainsi de suite. Comment vous réagissez face à cette, si je pourrais dire, un peu des restrictions de la part du côté envers les opposants pour l'exercice de leur liberté des manifestations et ainsi de suite. Avant, pas plus tard qu'il y a quelques jours, Moïse Katumbi était interdit d'accéder. Là, merci beaucoup Emmanuel pour les images d'illustration. Katumbi était empêché d'accéder au Congo, au central. Là, c'est Matata qui était arrivé au niveau des Kenge, mais empêché de tenir sa conférence. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Je pense qu'il faut d'abord s'appuyer sur les raisons que donnent les autorités compétentes. Par rapport à Moïse Katumbi, nous avons tous suivi la conférence de presse du VPM en charge de l'intérieur, qui a clairement dit, avant ça, nous avons vu la lettre du gouverneur du Congo central, qui a clairement dit qu'il demandait à Moïse Katumbi de retarder son arrivée de 48 heures afin de lui permettre de prendre toutes les dispositions sécuritaires. Parce que ce que j'aimerais dire ici, c'est que j'aimerais rappeler que nos forces de sécurité et même les autorités protègent également ces leaders de l'opposition. Et donc, lorsqu'on prend des dispositions sécuritaires, c'est pour les protéger. Vous vous imaginez aujourd'hui, s'il arrivait quelque chose, malheur à un de ces leaders, comment nous serons dans le pétrin? Et donc, on doit prendre toutes les précautions pour les protéger, pour les sécuriser. Et nous ne sommes pas sans savoir qu'il y a de poches d'insécurité dans certaines zones de la République. Il y en avait déjà bien avant. Cela n'a pas empêché à l'UDPS de tenir son Congo au niveau du Congo central. Hein. Non, pas comme maintenant. Là, maintenant, nous sommes en train de parler de la présence de... Comment on les appelle? Amadimba, Limbondo... Mobondo. Amadimba, c'est quelque chose de récent. Avant, ils étaient dans le Kwamout. On soupçonnait leur présence dans le Kwamout. Mais dans le Congo central, c'est récent. Il n'y a pas longtemps. Et il y a des enquêtes qui sont en train d'être faites. Et on a vu des images. Comment... la population de Matadi, du moins une partie de la population de Matadi, a manifesté contre l'arrivée de Moïse Katumbi. Ils ont bloqué la circulation pendant pratiquement 2 heures. Il a fallu que le maire descende avec les forces de l'ordre pour disperser. Il y a même eu des arrestations de ces manifestants qui ne voulaient pas que Moïse Katumbi arrive. Si on l'avait laissé arriver, il y aurait sûrement peut-être eu affrontement. Là, c'est pas un montage. Ce n'est pas une interdiction, M. Grammy. Si c'était une interdiction, on lui a demandé d'accorder 48 heures à l'autorité. Mais 48 heures, ce n'est pas la mer à boire. Qu'est-ce qui allait changer dans 48 heures? Mais il aurait eu le temps de prendre les dispositions sécuritaires pour le sécuriser et pour encadrer la marche. Et d'abord, la loi parle de, lorsque vous saisissez l'autorité compétente, vous devez donner l'itinéraire, les lieux où vous allez vous rencontrer. Sa lettre a été muette. Le gouverneur lui a demandé de communiquer l'itinéraire, de communiquer les endroits où il devait faire ses manifestations, ce qui n'a pas été le cas. Et le gouverneur, malgré cela, lui demande 48 heures pour pouvoir prendre les dispositions pour le protéger, pour sécuriser ses militants et la population qui viendrait à ces réunions, à ces meetings ou autres. Mais il a décidé de faire le forcing et c'est ainsi qu'il a été empêché d'accéder au Congo central. Pour le cas de Matata,
Je précise que pour les cas, L'information, ouais. oui, Je précise allez-y. que pour les cas Matata Pogno, le gouverneur avait, selon les informations à notre possession, le gouverneur avait dans une lettre adressée aux partis politiques, les maires de la ville de Kikwit demandaient à tous les partis politiques de reporter ultérieurement leurs activités prévues dans la ville suite à la situation sécuritaire précaire avec l'activisme des miliciens Mobondo et l'insuffisance des éléments des forces de l'ordre. Là, c'est l'une des informations que nous régorgeons. Mais c'est pratiquement les mêmes raisons partout, insécurité, ainsi de suite, insécurité, ainsi de suite. Est-ce que ce sont des raisons inventées? Ce ne sont pas des ignore, prétextes. s'il vous plaît, M. Gami, qui ignore qu'il y a une insécurité persistante dans ce coin-là? Qui l'ignore? C'est connu avant même que Matata projette d'aller faire sa réunion, une conférence sa dans conférence une salle. dans une salle. Qu'est-ce qui Mais pourrait... c'est l'attroupement. Mais l'attroupement, lorsque vous êtes dans une situation d'insécurité, vous ne pouvez pas permettre aux gens de s'attrouper. Parce que lors des attroupements, il peut y avoir des infiltrés. Ça peut facilement dégénérer, ça peut facilement déraper. Et cette lettre, si vos informations sont fondées, dit clairement que l'interdiction a été faite à tous les partis politiques, pas seulement, donc quand on parle de tous les partis politiques, UDPS compris. Parce que souvent, vous voulez indexer l'UDPS. C'est parce qu'ils n'avaient pas d'activité, qui vous dit que l'UDPS n'avait pas d'activité là-bas? Qui vous dit que d'autres partis de l'Union sacrée n'avaient pas projeté des activités? Mais eux, ils respectent. Mais les partis qui sont dans l'Union sacrée, en commençant par le parti au pouvoir, respectent les lois et les directives données par les autorités. Mais les opposants veulent toujours créer un bras de fer. Ils veulent toujours créer du buzz autour de leurs déplacements, autour de leurs actions. C'est ça la difficulté. Est-ce que le pouvoir ne se rend pas compte qu'il donnerait l'impression de restaurer la dictature, de restaurer un peu certaines pratiques décriées hier par l'UDPS elle-même? Ça pourrait donner cette impression. C'est vrai que le pouvoir pourrait avoir... Ça sera une mauvaise impression, parce que si on doit comparer ce qui se passe sous ce régime, déjà, sous ce régime, on autorise les marches. Dans l'ancien régime, on n'autorisait pas les marches, et quand il y avait des marches, on comptait de morts. Si aujourd'hui, on connaît aussi Mukendi, on connaît Thérèse Kapapa, c'est à cause de la répression sanglante qui s'est faite sous le régime Kabila. Mais sous ce régime, la police, le gouvernement encadre les marches, bien qu'il y a certains dérapages. Et donc, je ne vois pas comment on peut dire que ce régime est dictatorial, que ce régime est en train de touffer les droits de l'opposition, alors qu'il y a des marches qui sont autorisées. Il y a des sit-ins interdits, il y a des marches qu'on réprime de manière disproportionnée. Il y a un arrêté qui désigne certaines zones de Kinshasa comme étant des zones neutres qui ne peuvent pas accueillir des manifestations. Mais même écoutez, sous Kabila, il n'y en avait pas ces restrictions. Mais écoutez, si les arrêtés, toutes ces lois qui sont prises sont des réponses à un besoin. Quels étaient les besoins? Quels étaient les problèmes? Mais il y a des problèmes qu'on ne peut pas venir exposer à la télé. Il y a des problèmes sécuritaires. Ces autorités ont des informations que vous et moi, nous n'avons pas. Il y en avait toujours même sous Kabila. S'il vous plaît, les contextes ne sont pas pareils. Vous allez me dire que sous Kabila, il y avait l'insécurité dans le Congo central. Il y avait ce qui se passe dans le Kwamout. Non, la situation sécuritaire évolue. Bien que, si nous regardons bien, l'origine, c'était sous Kabila. Les causes étaient sous Kabila. Aujourd'hui, il y a des conséquences. Mais écoutez, avant d'étudier les conséquences, de voir les conséquences, il faut d'abord connaître les causes qui ont produit ces conséquences. Et donc, si l'autorité prend une décision, si le gouvernement, l'Assemblée provinciale ou le gouverneur prend certaines décisions ou certaines lois, c'est pour répondre aux besoins, et tout ça dans le but de sécuriser la population, et c'est bien. Et donc, Gombe, nous savons que c'est les sièges des institutions, et que s'il y a des marches, il y a des sit-ins à Gombe qui dégénèrent, vous voyez les risques que nous exposons. La Banque centrale est à la Gombe, on ne va pas prendre un tel risque. La CENI est à la Gombe, la CENI peut être sabotée, il peut connaître des sabotages. Donc, la primature est à la Gombe, les ministères sont à la Gombe, les banques sont à la Gombe. Donc, il faudrait qu'il y ait certaines zones
interdit de marche. Il y a plusieurs autres communes où les opposants peuvent faire leur marche. Et le sit-in n'a pas été interdit. On leur a plutôt proposé par le vice-gouverneur de constituer une délégation de 10 personnes. Mais c'est ça qui même s'est rendu... l'interdiction. Non, l'interdiction c'était d'entrer à la foule. Ils pouvaient faire leur sit-in ailleurs et puis former une délégation de 10 personnes, de 5 personnes et aller déposer Les sit-in leur... ne c'est pas jamais loin d'où vous êtes en train de revendiquer. Hein. Non, mais vous devez respecter les lois qui sont en vigueur dans votre pays. Vous dites, Fayoulou qui se dit président élu, qui ne veut pas respecter les lois de son pays. D'abord, lorsque vous le suivez... Non, mais ce sont des lois de ce pays. Lui. Ce sont bon, c'est comme il se prétend. Ce sont ces lois, et ces lois s'imposent à tous. Ah, même l'UDPS, hein. s'il vous plaît, ce n'est pas des lois comme vous les qualifiez. Ce sont des lois qui s'imposent. C'est eux qui les qualifient comme ça. S'ils les qualifient, libre à eux de qualifier les lois telles qu'ils veulent, mais ces lois sont imposables à tout Congolais. Ce n'est pas seulement des lois qui sont opposables aux opposants, et lorsqu'il s'agit de la majorité ou de l'union sacrée, ces lois ne leur sont pas opposables. Non, aucune. Vous avez vu, aucun parti de l'union sacrée n'est venu faire un sitting où il marche sur le boulevard du 30 juin. Il faudrait d'abord qu'on respecte nos lois pour qu'on fasse aussi à notre tour respecter les lois. L'UDPS a violé même les sièges du Parlement lors des Janine Mabunda et lors de les basculements de la majorité. Hein. Êtes-vous sûr que c'était l'UDPS qui avait violé? On a vu les images avec Jean-Marc Abound. S'il vous plaît, êtes-vous sûr que c'était les membres de l'UDPS qui avaient violé? Si ce sont des membres de l'UDPS qui ont eu à violer, c'est condamnable. Nous condamnons tout ce qui est condamnable. Nous n'allons pas dire que parce que c'est le parti au pouvoir ou parce que c'est tel qui a commis des actes répréhensibles que nous allons dire c'est bon parce que c'est eux. Non. Si c'est l'UDPS, si vous avez la certitude que c'est l'UDPS, parce qu'il y a des infiltrés. Vous avez entendu le VPM parler de forces de progrès, dire que dans les forces de progrès, il y a des infiltrés. Aujourd'hui, il y a des infiltrés qui veulent jeter l'opprobre sur le parti au pouvoir. Et donc, quand vous regardez les forces de progrès, vous voyez les Chégués, vous voyez les fumeurs de chambre, tout ce monde-là. Est-ce que ces mondes, ils sont des membres de l'UDPS, ils sont réellement des membres de l'UDPS? Ou ce sont des gens qui se sont constitués juste pour infiltrer l'UDPS et jeter le discrédit sur l'UDPS? Tout ça aussi, il faut qu'il y ait des enquêtes pour être fixées. Alors, c'est vrai, je prends un temps vers la fin. Je dois essayer un peu des certaines questions qui bougent un peu la toile. Je vais essayer un peu de prendre cela. Les présidents qui félicitent la police ici, qui félicitent les commandants qui ont piloté les opérations lors de la marche du 20 mai. Et les présidents arrivés en Chine face à la diaspora congolaise, les présidents accusent la police. Les présidents disent que la plupart de ces policiers, c'est vrai, étaient pratiquement même non formés. Il a trouvé cette police avec ses commandants qui viennent du temps de Kabila, sous l'ère Kabila. Certains même ne sont pas formés. Il y a une polémique là-dessus. Les gens pensent que le président s'est contredit. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Je ne vois aucune contradiction. Allons-y. Pourquoi je ne vois pas de contradiction? Parce que le président a dit qu'il y avait des dérapages, qu'il y avait eu certains policiers qui se sont mal conduits. Le président a félicité la police dans son ensemble, parce que dans son ensemble, les choses se sont bien passées. Si nous devons comparer, comme je venais de le dire, à ce qui se passait dans le temps où nous étions dans l'opposition, ça n'a rien à voir, il n'y a pas match, on ne peut pas comparer cela à ce qui s'est passé le 20. Mais le président a condamné ce qui s'est passé, par exemple, le coup qui ont été infligés à cet enfant, à ce mineur, il l'a condamné. Ces coups ont été infligés par la police. C'est de cette police que le président parle, de certains éléments de cette police qui ne sont pas professionnels. Mais il ne parle pas de la police dans son ensemble qui a fait un bon travail, qui a pu gérer les manifestants. Vous avez suivi des vidéos où Martin Fayulu était en train de dire à ses militants de caillasser la police. Vous avez suivi. Vous pensez que sous les régimes Kabila, ces policiers se seraient comportés comment? Je suis sûre qu'ils auraient tiré à armes, peut-être pas à armes blanches. On aurait connu de morts. Mais ces policiers
c'est certain, la majorité, parce que même s'il y a eu des dérapages, ce n'était pas la majorité des policiers, c'était des cas isolés qui se sont mal comportés et certains ont même été interpellés et il y a des enquêtes qui sont en train d'être menées pour déterminer les responsabilités. Et donc, il n'y a aucune contradiction lorsque le président félicite le commandement qui, dans son ensemble, a bien géré la situation parce que la situation, il n'y a pas eu, la situation n'a pas dégénéré, bien qu'il y a eu des dérapages isolés. Mais là-bas, il ne fait que dire la même chose en disant que, effectivement, cette armée a eu à recruter certaines personnes qui n'ont pas été formées. Qui ne le sait pas? La police, quand est-ce que la police a été formée? Il a parlé de l'école, de l'académie de police qui était abandonnée. Il n'y avait plus de formation. Et maintenant, on a noué des partenariats, si je ne m'abuse, je pense que c'est avec l'Égypte, pour pouvoir redynamiser cette académie et pour pouvoir former la police, réformer la police et procéder au recrutement. Et donc, il n'y a aucune contradiction parce qu'en général, il a félicité comment les activités se sont passées, comment la police a pu encadrer la marche et il a condamné les dérapages de certains policiers qui ne sont pas professionnels. C'est pratiquement la deuxième fois que le président essaie un peu d'avoir des mots un peu très durs à l'égard des forces de l'ordre. Je prends la police et puis l'armée. Est-ce que cela ne pourrait pas décourager les forces de l'ordre qui sont sur terrain, la police et l'armée? Et quand il dit ça, ne peut pas déranger les agents, les éléments de la police et les éléments de l'armée qui font un bon travail. Parce qu'eux savent qu'ils font un bon travail et savent que ce soit la population, que ce soit le président, nous saluons le travail qu'ils sont en train d'abattre jour et nuit. Si aujourd'hui, si là, à cette heure-ci, nous pouvons faire une émission dans la sérénité, dans la paix, c'est parce que ces éléments font leur travail, ils sécurisent la ville, ils sécurisent les personnes, ils sécurisent les biens, bien qu'il y a des poches d'insécurité dans la ville, le phénomène Koulouna, des agressions isolées. Et donc, la majorité, l'ensemble de la police et de l'armée, ils savent qu'en majorité, il y a des agents qui sont professionnels et il y a également des moutons noirs. Et ce n'est pas parce qu'on dit qu'il y a des moutons noirs que toute la police et toute l'armée vont être découragés. Non. C'est plutôt pour décourager ceux qui se retrouvent dans des pratiques qui n'honorent pas l'armée, qui n'honorent pas la police. Ah, d'accord. Alors, bon, il y a également un autre fait. Peter Kazadi est le président de la République. Ça fait couler beaucoup d'encre de salive au niveau de la toile. Félix Tshisekedi qui pense que ce qui se passe à Kouamoun, à l'ouest, c'est, je pourrais dire, une sorte de métastase de ce qui est à l'est. À l'est, on accuserait les Rwandais. Le président voit également les Rwandais à l'ouest avec ses Mobunda, ainsi de suite, une sorte de métastase. Mais Peter Kazadi voit l'opposition, voit les opposants, les politiques plus les opposants qui tireraient les ficelles dans ça. Les gens estiment que non, il y a une contradiction entre le président et son VPM. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Je ne vois pas la contradiction. Allons-y. Parce que vous savez que le Rwanda agit aussi à travers certains Congolais. Ah, vous affirmez cela? Mais je n'affirme pas. Nous avons vu certains Congolais, certaines arrestations se faire des Congolais. Comme qui? Nous avons vu... ça va peut-être choquer certaines personnes, mais Mangachouchou s'est dit Congolais, non? Oui, c'est un Congolais. C'est un Congolais. C'est un député. Il est député congolais. Ouais. Ce n'est pas un Congolais quand je dis que le Rwanda travaille également avec d'autres Congolais. Il travaille avec Mangachouchou. C'est un exemple que je vous donne. Le Rwanda travaille avec Mangachouchou. Mais pourquoi Mangachouchou a été arrêté? Vous pensez qu'il a été arrêté? Jusqu'à présent, juste parce qu'il porte le nom de Mangachouchou. Il y a des indices sérieux qui démontrent qu'il était en collaboration. Non, mais nous suivons le procès. Oui, nous attendons le verdict, mais nous suivons le procès. S'il a été arrêté, c'est qu'il y a des indices sérieux de culpabilité. Et nous avons suivi, en suivant le procès, nous avons vu qu'il avait plusieurs passeports, notamment le passeport rwandais. Des fois, il s'est déclaré rwandais. Il était en contact avec le pouvoir, le régime rwandais. Son collectif a balayé tout ça d'un revers de la main. Hein. C'est normal, ça c'est le travail de son collectif d'avocats. Mais nous avons vu même pendant les affrontements, des généraux, certains militaires, qui ont laissé abandonner le camp des FARDC pour aller rejoindre le camp de M23.
Et ces gens étaient des espions du M23, donc des espions du Rwanda. Et donc dire que le Rwanda ne serait pas étranger, dire que les oppositions sont derrière cela, ils le disent fort des éléments qu'ils ont entre leurs mains. Ces éléments, moi, je ne les connais pas. Ces éléments, je pense que le VPM ne peut pas dire des choses sur un coup de tête. Le président non plus ne peut pas dire des choses sur un coup de tête. C'est fort des éléments qu'ils ont, des éléments qui ont été fournis probablement et sûrement par les services des renseignements et des sécurités. C'est fort de ça qu'ils ont pu dire que l'opposition serait derrière. Ce n'est pas parce qu'on dit l'opposition qu'on dit que c'est tous les opposants. Il y a sûrement certains individus qui ont Je ne des serait pas de connexions. l'opposition, hein, il serait de l'union sacrée, selon plusieurs informations. Mais s'il y a des espions ou des contacts du Rwanda qui sont dans l'Union sacrée, il y a des enquêtes qui sont en train d'être menées. Vous savez, les enquêtes, de la manière qu'elles se mènent, on ne peut pas aller arrêter quelqu'un directement. Si on sait que Gramic, bon, vous n'aimez pas souvent qu'on donne votre exemple, si on sait que, Merci de me protéger. si on sait que telle personne collabore avec le Rwanda, on ne va pas venir arrêter cette personne du jour au lendemain. Il faudrait qu'on puisse découvrir, démanteler les réseaux de cette personne et donc démanteler toutes les personnes avec qui cette personne collabore pour que on ne puisse pas arrêter, couper la tête d'un serpent alors que c'est un serpent à plusieurs têtes. Et donc, il faut que nous faisons confiance à nos services de sécurité qui font un travail de qualité. Et c'est que le VPM a dit et c'est que le président a dit, à mon sens, ça ne se contredit pas parce qu'ils les disent par rapport aux informations qu'ils possèdent, qui font état que voilà, il y a certaines personnes qui sont à la solde du Rwanda. Je ne dis pas que ces personnes ne sont que dans l'opposition, peut-être que dans l'Union sacrée, parce que nous avons eu à suivre des audios qui avaient fuité où on avait entendu clairement le président de l'Assemblée provinciale demander à certains députés d'arrêter d'entretenir les groupes armés des milices à l'est du Congo. Donc, est-ce qu'on va dire que tous ces députés ne sont que des députés de l'opposition, peut-être qu'ils sont dans l'Union sacrée? Il y a des enquêtes en cours. Nous sommes confiants, nous croyons à l'efficacité de nos services de renseignement et de sécurité et que la vérité finira par jaillir tôt ou tard. Alors, comment avez-vous suivi même cette conférence de presse de Peter Kazadi quand il dit que l'opposition actuelle a beaucoup de moyens? On sait qu'il a même dit a plus de moyens que nous, l'opposition. Comment vous aviez accueilli cette information quand pratiquement un classique du régime qui dit que l'opposition a plus de moyens que le pouvoir? Ça s'explique comment que l'opposition puisse avoir beaucoup de moyens que les pouvoirs et que l'opposition sera en train d'instrumentaliser des journalistes, même la presse internationale? Non, je ne pense pas. Je pense que vous avez mal interprété. Il n'a pas dit que l'opposition a plus de moyens que le pouvoir. Mais vous savez que le pouvoir ne peut pas prendre l'argent. C'est ce qu'il a dit. Le pouvoir ne peut pas prendre l'argent pour commencer à entretenir certains journalistes. Parce qu'il a dit qu'il y a certains journalistes qui sont entretenus par l'opposition. Mais cette opposition, quand vous voyez, c'est la forme de l'opposition, la composition de l'opposition. Ce sont des gens qui ont eu à gérer dans ce pays. Ce sont des gens qui ont de l'argent. Donc, quand on gère en RDC, on a de l'argent. Après le pouvoir, on a de l'argent. Mais ces gens, mais nous... Monsieur, donc, c'est pour dire qu'en RDC, quand vous gérez, c'est-à-dire qu'après... Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui s'est échappé de filet de la justice. C'est Matata Pogno. Échappé comment? Lui, il est là, c'est la justice qui part tantôt cour constitutionnel, cour de cassation, c'est la justice, c'est pas lui. Le monsieur est là. On a suivi ici comment le monsieur a fait une campagne de charme à ses collègues sénateurs pour qu'ils ne puissent pas lever son immunité. Si vous n'avez rien à cacher, si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi faire tout ce qu'il a fait, battre des pieds et des mains pour qu'on n'enlève pas son immunité? C'est dans son droit, non? Non, mais écoutez, lorsque vous n'avez rien à vous reprocher, lorsque la justice estime qu'elle a de preuves, elle a des indices, qu'elle a besoin de vous, ne serait-ce que comme renseignant, qu'est-ce que vous allez? Vous allez vous présenter devant la justice. Il était là. La justice, vous savez que la justice... Il s'est présenté non, à plusieurs fois même. Il a été contraint de se présenter. La justice n'a pas seulement pour rôle d'arrêter.
La justice lave aussi quelqu'un. On peut vous accuser faussement. Et la justice Exactement. peut vous laver. Exactement. Mais C'est ce qu'il attend même, selon lui. Il était fait laver par la justice. Et non, jusqu'à présent, il y a toujours des interprétations. Là, parce qu'il sait que il se retrouve dans une sorte de protection de la loi, de certaines lois sur lesquelles il s'agrippe pour ne être justifiable d'aucune juridiction. Et donc, c'est ce qui le protège à ce jour. Et tous nos millions qui se sont volatilisés, il devait en reprendre. Il doit en reprendre. Et même les personnes qui le condamnaient à l'époque, les Fayulu et consorts, aujourd'hui, Fayulu a oublié qu'il était en train de le condamner en disant qu'il voulait voir clair, qu'il devait répondre de la gestion de Bukangalo, de millions de dollars qu'on a eu à perdre. Mais bon, quand il s'agit de leurs intérêts, ils mettent l'intérêt du pays des Congolais à côté pour s'associer avec des personnes qu'ils avaient critiquées hier. Et donc, l'opposition a de l'argent. Nous avons vu des vidéos, parce que lorsque l'UDPS faisait l'opposition, lorsque nous faisions l'opposition à l'époque, les gens qui marchaient avec nous n'avaient rien, on ne leur donnait rien, on ne les soudoyait pas, on ne leur donnait pas de l'argent. Nous avons vu des vidéos, je pense que vous l'avez vu, je veux vous envoyer cette vidéo où de jeunes de Kanluka disent qu'on leur a donné 10 000 francs à chacun. Moi, vous avez vu cette vidéo? Monsieur Gramic, je sais que vous êtes très bien enseigné. Moi, je n'ai vu que des vidéos du stade de Martyrs où les gens se disaient que non, ça, ce sont les seules vidéos que vous avez vues parce que vous décidez de devenir aveugle quand il s'agit de l'opposition. Quand il s'agit de l'opposition, vous décidez de devenir aveugle. Déjà, écoutez, vous êtes en train de faire du méli-mélo parce que lorsque vous parlez de l'union sacrée, l'union sacrée... C'est le pouvoir, on comprend. Non, ce n'est pas le pouvoir. Vous savez... Lorsque nous avons fait des mobilisations pour remplir le stade de l'Union Sacrée, nous avons amené... Mais écoutez, le stade, quand vous faites une activité au stade, ça veut dire que vous avez la capacité de mobiliser au-delà d'un certain nombre. Voilà pourquoi vous avez pris le stade pour pouvoir contenir ces personnes. Mais nous avons même reçu des instructions de mobiliser moins de personnes parce qu'il n'y aurait pas suffisamment de place. Vous avez vu comment le stade était plein comme un œuf. Et même jusqu'à l'extérieur, c'était plein. Moi, j'ai suivi les discours du présidium. Là, vous prenez le discours du présidium, mais vous savez que ces gens-là étaient là depuis. D'autres personnes ont commencé à arriver à... Les portes du stade n'étaient même pas fermées. D'autres personnes ont commencé à arriver à 5h, 6h. Moi, je suis arrivée à 7h30. Donc, vous confirmez que là ce n'est même pas les sujets du jour. Donc, vous confirmez que l'opposition a beaucoup de moyens actuellement. Mais puisque l'opposition va corrompre les gens, va soudoyer les gens pour qu'ils se joignent à la marche, alors que nous, à l'époque, lorsque nous faisions des marches, les gens venaient par conviction, non pas parce qu'ils s'attendaient à avoir 500 francs ou à avoir 1000 francs. Ils venaient, ils savaient qu'ils n'allaient rien avoir, mais ils venaient parce qu'ils étaient déterminés. Mais lorsque l'opposition actuelle donne de l'argent pour que les gens viennent, donne de l'argent pour que les gens s'achètent des machettes et tout ça, c'est que cette opposition a de l'argent. Mais quand Peter... Parce qu'elle a donné de l'argent à certaines personnes qui ont bouffé cet argent mais qui ne sont pas venues. Mais quand vous dites que... Quand Peter dit que l'opposition a de l'argent, mais le président dit que c'est l'opposition qui a pété. On ne sait pas, on est perdu. Avoir l'argent ne fait pas de l'opposition opposition Makassi. Oh, mais c'est l'argent qui fait la force. Nous avons fait l'opposition, nous n'avions pas les moyens, mais nous avons opposition à pété. Pour être une opposition qui est forte, une opposition qui fait trembler le pouvoir, vous n'avez pas besoin d'avoir les moyens financiers. Il faut être uni, il faut avoir la détermination, il faut avoir une vision, il faut savoir ce que vous faites. Vous avez un combat, vous combattez pour le bien du peuple, vous ne combattez pas pour vos ventres. Moi, ce qui me surprend, c'est que les opposants ont attendu qu'on soit à quelques jours, à quelques mois des élections pour commencer tout ce qu'ils sont en train de faire. Il y a eu des journées portes ouvertes à la CENI. Ils ne sont pas partis, ils ont boycotté. C'était le cadre pour aller présenter leur... Parce qu'ils ont des... suivre ce que ils ont des revendications. Ce n'est pas ce que le pouvoir veut. La CENI est une commission indépendante. Ah, selon vous, mais pas selon l'opposition. Elle est indépendante. Regardez mais pas la selon composition. Mais l'opposition, elle ne sait pas ce qu'elle veut déjà. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Tantôt, elle veut une chose, tantôt, elle veut son contraire. Des gens qui ont des revendications. Vous avez des revendications. On vous offre un cadre où vous pouvez venir avec vos revendications. Vos revendications peuvent être rencontrées. Vous boycottez. Vous préférez venir revendiquer dans la rue en faisant des sittings, en faisant des marches. Non, ça,
c'est chercher autre chose, c'est chercher le buzz, c'est chercher à vouloir être sous l'effet de projecteurs, c'est chercher à vouloir distraire les Congolais, alors que nous sommes à un moment crucial de notre vie, de la vie de ce pays, où nous avons besoin que tous les fils du Congo soient unis. Nous avons vu maintenant les dérapages qui s'en sont suivis, où nous avons vu des représentants de la population, des députés, des honorables, tenir de propos qui incitent à la haine tribale. Ce sont des choses qu'on aurait pu éviter. S'ils étaient allés aux journées portes ouvertes, on aurait pu éviter cela. Aujourd'hui, il y a certaines personnes, vous ne savez pas, c'est qu'ils ont planté, ils ont sémé dans la tête de certaines personnes qui ont eu à les suivre. Il ne faudrait pas qu'on puisse exposer une tribu. Mais ça se dit matin, midi, soir, tout ça. Comment ça se dit matin, soir? Ça se dit, vous êtes très donc, mieux sur informés. Vos chaînes, sur vos pas plateaux, sur vos chaînes, on voit mais ça se dit où? Moi, je n'entends pas ça. On voit même des gens qui seraient très proches du pouvoir et qui disent ça, que non, c'est notre pouvoir. Bah, soyez non, mais dire en tout cas, j'ai du mal à prononcer ça. Mais dire que c'est notre pouvoir. Bah, dire que c'est notre pouvoir ne veut pas dire que il n'y a que les Balouba qui comptent. Ah, non! Il dit que écoutez, monsieur Gramic, moi je ne suis pas du Kassai, je ne suis pas kassaïenne. Ouais. Je ne suis pas kassaïenne, mais je défends ce pouvoir parce que je crois en ce pouvoir. Exactement. Je crois aux actions du chef de l'État. Condamner également ses propos. Parce Quel que le président mais lui-même avait dit que tout projet, ce pouvoir n'est pas seulement le pouvoir des Kassaïens. Je condamne tout propos tribal. Ah, je ne suis pas kassaïenne, je ne peux pas dire que ce pouvoir est un pouvoir de Kassaïens. La lutte de l'UDPS n'était pas une lutte des Kassaïens. Et le président le dit. Si le président disait qu'il est là que pour les Louba, là, ça allait énerver. Mais le président prêche l'unité. Il demande à tous les Congolais de s'unir. Qu'il n'y ait pas de division d'ethnie, des tribus, parce que la RDC avec ses 450 ethnies. Alors, il ne faudrait pas qu'il y ait une ethnie qui soit stigmatisée, qui soit discriminée. Non, on n'a pas besoin de ça. Ça, c'est jouer le rôle, le jeu de l'ennemi du Rwandais. Mais du Rwanda. Quand le président qui est l'image même de l'unité nationale, je ne sais pas, je ne dirais pas que c'est laissé-faire, mais quand le président n'interdit pas que les gens puissent l'appeler Mukwantombolo, qui veut dire c'est son ethnie pratiquement. Mais il est de cette ethnie. C'est comme si on appelait le président Moulouba. Mais même si on l'appelle Moulouba, ce n'est pas parce que... C'est l'image de l'unité nationale. S'il vous plaît, quand vous devenez président, vous ne vous départissez pas de votre appartenance tribale, ethnique. Il est Louba, il est né Louba, il va mourir Louba. C'est pas parce qu'on l'appelle Moukwa Tombolo, parce qu'il est ressortissant de Tombolo, que ça doit le choquer ou ça crée à la discrimination ou à l'incitation tribale. À nous appeler ainsi. Mukongo, Moulouba, Mouswahili, Mukongo, Moulouba. Vous ne faites pas que ça. Chaque tribu, chaque ethnie, ils ont des appellations. Des appellations, je ne sais pas comment on vous appelle. Chez vous. Moi, je suis Gramic Ligon. Moi, non. Nous, dans notre famille, on nous appelle, du côté paternel, on nous appelle les Mosingidinga. Ça veut dire que les gens, les ressortissants des Ngidinga. Oh, vous êtes du Congo central. Et donc, ça ne choque pas demain si j'ai un poste élevé, si je deviens présidente de la RDC, comme on appelle Mosingidinga. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit du tribalisme ou d'une discrimination. Non. Alors, on finit. Il ne faudrait pas qu'on puisse déformer les choses, dénaturer les choses juste parce que nous n'aimons pas le président ou juste parce que certains Louba ont tenu de propos qui nous ont frustrés, des propos déplacés qu'on doit généraliser. Non. Alors, on finit vraiment à la dernière question. Quelles sont les activités au niveau du parti? Les présidents Vidi Chimanga est à Kinshasa. Il évolue maintenant comment après son départ de la présidence? On finit par là. Le président Chimanga est à Kinshasa. C'est un acteur politique et un homme d'affaires. Il continue de faire ses affaires. Il continue d'être là où le pays a besoin de lui. C'est un patriote, un citoyen congolais. Et donc, il ne parle plus apparemment ces derniers temps. Pourquoi? Déjà, il ne parlait plus beaucoup. Déjà, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Non, il parlait avant dans l'opposition, il parlait dans l'opposition, oui. Mais depuis qu'on est arrivé, qu'on a accédé au pouvoir, il ne faut pas parler pour parler.
Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent parler pour qu'ils ne puissent pas être oubliés par le Congolais. Lui, c'est sa politique, c'est sa stratégie. Il parlera lorsqu'il estimera que c'est nécessaire de parler. Le parti se porte bien, le parti enfin se préparer pour les élections qui auront lieu dans quelques mois. Et donc on est en train déjà de se mettre en ordre de bataille parce que, comme j'avais eu à vous le dire lorsque vous m'avez reçu la première fois, lors des échéances passées, nous n'avons pas concouru, nous n'avons pas participé parce que nous avions notre stratégie, notre vision. Et donc, cette fois-ci, nous sommes déterminés à avoir une représentation au niveau du Parlement, au niveau des assemblées provinciales, et tout en soutenant la candidature du président de la République, nous nous donnons les moyens de pouvoir aligner des candidats et pouvoir remporter des sièges. Merci beaucoup, Magali Dossi. C'en est fini pour aujourd'hui. Cadre au niveau de la DCEU, parti cher à M. Vidi Etimanga, également communicateur de l'Union sacrée. Merci à vous tous. On a parlé de plusieurs sujets. Relais Jupiter Tiani, RDC, diffusion, rediffusion, nos ordres habituels que vous connaissiez. Merci beaucoup à vous pour votre fidélité. Je suis Glamik Legrand. Merci à Emmanuel. Quel est Dieu de toutes les inspirations, continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.